Je m'appelle Marielle Larue et je suis en quête de mieux vivre les menstruations. J'invite différentes personnes pour en apprendre un petit peu plus sur le sujet. Bienvenue au balado pour mieux vivre les menstruations. Salut Estelle, comment ça va? Ça va et toi? Oui, contente de te recevoir sur le podcast. Pour les gens qui te connaîtraient pas, est-ce que tu veux nous décrire qui tu es? Oui, je m'appelle Estelle Beauclerc, je travaille avec Dignité Mensuelle, Monthly Dignity et en gros, je suis éducatrice, activiste pour l'équité menstruelle, contre la précarité menstruelle. Oui. Et c'est ça, je suis plus terrain, donc je vais aller faire des ateliers auprès de plein de groupes différents pour aborder menstruation 101, précarité menstruelle, produits menstruels, fait que c'est vraiment large un peu. Et récemment, tu as monté un atelier sur la ménopause, puis je trouve ça super intéressant que tu viennes nous en parler. Je sais que j'ai pas vécu la ménopause, tu l'as pas vécu, on sait pas vraiment de quoi qu'on parle, mais tu as quand même fait des recherches sur des données de personnes qui l'ont vécu. Donc, je pense que ça vient quand même légitimiser. Mais oui, parce qu'en fait, quand on était dans les ateliers, on rencontrait souvent des personnes en âge de ménopause ou de préménopause. C'était comme, c'est super intéressant ce que vous faites et tout, mais est-ce que vous avez un atelier sur la ménopause? Puis cette question revenait vraiment, vraiment souvent. Fait qu'on s'est dit en équipe, ce serait vraiment intéressant qu'on explore ça, même s'il y a personne dans l'équipe qui est en situation de préménopause ou de ménopause. Donc, tout ce qui va être dit ici, ça va vraiment être des statistiques, des témoignages de personnes qu'on a rencontrées. Donc, c'est plus, comme tu dis, rapporter. Tu sais, là, c'est pour mieux vivre les menstruations, mais le fait que les menstruations disparaissent et ils ne disparaissent pas aussi du jour au lendemain, il y a la périménopause. Ouais, c'est ça, c'est quand même un grand changement. Puis les menstruations, on a ça dans un cadre, on va pouvoir en parler à l'école, on est souvent avec nos amis, c'est les premières menstruations, fait que souvent on est très sensibilisé, donc on s'y attend. Il y a des personnes qui sont très contentes de les avoir, donc il y a vraiment un contexte dans lequel on est dans l'apprentissage continu aussi à ce moment-là. Alors que la ménopause, on n'est plus à l'école quand ça nous a souvent, on n'est plus à l'école. Ouais. On attend de nous-mêmes qu'on fasse notre auto-apprentissage et comme c'est un sujet très privé et très tabou, ça fait en sorte qu'on arrive moins à en parler avec ses amis. À la télé, c'est mal représenté ou c'est pas représenté. On en parle peu. Fait que c'est une expérience aussi qui est très rétroactive parce qu'on va voir des changements, puis c'est après qu'on va comprendre qu'on est en préménopause, périménopause ou ménopause. Fait que c'est vraiment un sujet très évité et on s'en rend compte plus tard comme « Oh, c'est pour ça que je ressentais ça et tout » parce que oui, mais de plus en plus, là, on voit des émissions comme l'automéno, balado pause méno, tout ça, mais je pense que c'est pertinent de faire, dans notre balado, de faire un épisode sur la ménopause. Est-ce que tu peux commencer par nous dire qu'est-ce que la ménopause? La ménopause... Les menstruations arrêtent. C'est ça, c'est l'arrêt des menstruations, mais elle est diagnostiquée ou elle est donnée après 12 mois d'arrêt des menstruations. Fait qu'il faut vraiment qu'elles aient disparu pendant 12 mois. Au moindre saignement qui réapparaît, on recommence le compte. Et donc, ça veut dire qu'on n'est plus capable de tomber enceinte et on n'a plus de menstruation à ce moment-là. Donc, c'est vraiment... c'est un changement qui est quand même super important parce que les hormones aussi vont diminuer à ce moment-là. Donc, ça va avoir des impacts physiques aussi sur le corps. C'est pas juste « Ah, les menstruations arrêtent ». C'est comme le corps va vraiment retomber dans un autre stade différent parce qu'on a le stade où on n'est pas menstrué, on a le stade où on est menstrué et puis on a le stade préménopause, ménopause et post-ménopause. Et ça, je pense que ça peut durer longtemps. Hein, la préménopause, ça dure environ 4 ans. Mais 4 ans? 4 ans. Entre 4 et 5 ans en moyenne. Okay. Donc, on va passer par des stades différents. Donc, ça va être au début des cycles qui vont être plus courts, qui vont se rapprocher. Et après, c'est des cycles qui vont commencer à s'éloigner les uns des autres parce que c'est là où ça va commencer. Ah, je ne savais pas ça. Quand on ménopause, les cycles devenaient plus courts. Oui, plus courts. Et après, ils vont être... Tout le monde ou seulement? Non. OK, donc, OK. En moyenne. OK, donc pour certaines personnes, ça peut être plus court. Oui, exactement. Puis pour d'autres personnes, il peut y avoir aucun changement. Ouais, c'est rare qu'il y ait aucun changement. On va quand même commencer à sentir que les cycles menstruels vont plus être comme avant parce que c'est ça qui va mener à la ménopause par la suite. Et qu'on va voir des changements dans les cycles. Peux-tu nous donner des exemples de changements qu'on peut voir? Oui, des menstruations plus intenses au niveau du sang. Plus abondantes? Ouais, plus abondantes. Parfois, il y a des personnes qui vont avoir plus de sang que ce qu'elles avaient l'habitude parce que si on les a pas eu pendant un bout, il faut quand même que l'endomètre tombe à un moment donné parce qu'il se produit quand même.
donc un sang plus abondant. Donc, ça serait tout le temps plus abondant. C'est pas, En général, par rapport à ça ce qu'on peut connaît, aussi être moins abondant, mais c'est... plus vers l'arrêt des menstruations. Ah, OK. Donc, en général, on peut voir menstruation plus abondante. Ouais. Quoi d'autre qu'on peut voir? Les bouffées de chaleur, Les malheureusement. fameuses bouffées de chaleur. Ouais. Malheureusement, les bouffées de chaleur, c'est à peu près 7 femmes sur 10, 7 personnes menstruées sur 10 qui va les connaître. Donc, ça fait beaucoup de monde. C'est beaucoup. Et les bouffées de chaleur, Ok. c'est vraiment ce côté de chaleur qui va remonter du torse jusqu'à la tête, au cou, et qui va prendre la personne de bouffées de chaleur, en fait, vraiment très, très chaud. C'est que ça arrive soudainement. C'est Soudainement. qu'on était comme là, mettons, là, je serais correct. Puis là, soudainement, là, il se passe rien. Ouais. Il fait pas plus chaud dans l'environnement. C'est soudain. Ouais, c'est soudain, puis c'est incontrôlable, parce que tu peux pas dire genre, OK, je vais me calmer. Ça dure tellement peu de temps, comme 1 à 5 minutes. OK. Fait que toi, si t'avais une bouffée de chaleur à ce moment-là, tu pourrais même pas te calmer toi-même, parce que c'est pas assez long pour que ton corps arrive à réguler. Fait que c'est pour ça que souvent les bouffées de chaleur sont suivies par des frissons, parce que le corps, il comprend qu'il y a quelque chose qui va pas, donc il va venir activer le système inverse, donc refroidir. Mais comme la bouffée de chaleur, elle est trop courte, le temps qu'il s'active, c'est suivi de frissons. Fait que c'est vraiment comme j'ai chaud, j'ai froid, d'un coup. Et il y a des personnes qui nous racontaient pendant les ateliers, en plein hiver, une bouffée de chaleur en attendant l'autobus, obligée d'enlever le manteau, d'enlever le pull, devant tout le monde. Et il y a ce côté comme, qu'est-ce qu'elle fait? 30, qu'est-ce que cette personne est en train de faire à l'extérieur? Et du coup, c'est vraiment comme... Et puis tu peux tomber malade après ça. Mais dans ce moment-là, quand on vit ça, j'imagine qu'on s'en fout là, des autres. Là. On veut juste se soulager soi-même. Oui, c'est pour ça que elle disait genre, c'est juste l'image que je renvoie, j'en suis consciente, mais moi, j'ai juste envie de me soulager de la chaleur à ce moment-là. Ben oui. Mais donc, c'est ça puis j'encourage ça, là, c'est ça qu'il faut. Là. Puis les bouffées de chaleur, c'est vraiment, comme tu dis, inattendu, incontrôlable, et ça arrive à tout moment de la journée. Ça peut être la nuit. On sait déjà aussi un autre symptôme, ça va être la difficulté à s'endormir, à rester endormi, ou à se reposer pleinement. Et du coup, les bouffées de chaleur, ça peut aussi arriver la nuit, fait que ça peut empêcher de se rendormir. Si on a déjà des difficultés à dormir, ça devient compliqué. On va tomber malheureusement dans un cercle vicieux de j'ai une bouffée de chaleur, j'arrive pas à m'endormir, je dors plus, je suis fatiguée. Et le sommeil, c'est très impactant. C'est un de nos piliers majeurs de vie. Ce serait à cause des hormones que ça vient troubler le sommeil? Le débalancement hormonal, ou qu'est-ce qui ferait que ça a un impact sur le sommeil? Probablement la variation, mais il n'y a pas beaucoup de recherches sur la ménopause en général. Et là, c'est un cercle vicieux, parce que là, si on est très fatigué parce qu'on a mal dormi, mais là, qu'il faut quand même faire notre journée, là, j'imagine que ça vient encore plus débalancer le niveau d'hormones. C'est ça. Puis c'est sur une durée, donc finalement, c'est comme le manque de sommeil, 1 nuit, 2 nuits, 3 nuits, ça s'accumule et ça fait en sorte que c'est comme un déficit de sommeil qui va vraiment pénaliser la personne. Juste réfléchir à nous, quand on dort pas suffisamment, si on accumule les nuits qui suffisent pas, ça devient problématique. Puis les personnes la nuit là, qui disent « Ah mon Dieu, là, j'ai tellement eu chaud, j'ai sué, j'ai tout détrempé, mes draps, mon pyjama. » Est-ce que c'est à cause des bouffées de chaleur ou non, la sudation, c'est un autre symptôme? Souvent, la sudation, ça vient des bouffées de chaleur. OK. Mais ça peut être aussi malheureusement un autre symptôme aussi. Comme les symptômes de la ménopause sont tellement variés, et ça peut être l'irritabilité, la colère, les émotions qui varient très fortement. C'est vraiment large, les symptômes. Puis ça peut durer 4 à 5 ans en moyenne, mais il y a des personnes qui vont expérimenter ça pendant 8 ans avant d'arriver à la ménopause. Et il y a des symptômes qui vont durer en post-ménopause. Parce qu'on parle de la ménopause... on pensait que c'était réglé à la ménopause. Mais non! On parle de ménopause comme étape finale, mais après, il y a la post-ménopause. Et aussi, comme on voit qu'on a une longévité de plus en plus longue en tant qu'être humain, et ça fait en sorte que la post-ménopause va durer de plus en plus longtemps aussi. Donc, ça dure combien de temps à peu près, la post-ménopause? Souvent, on ménopause vers 51 ans, fait que ce serait de 51 ans en moyenne jusqu'à la fin de vie. OK, OK, c'est différent. Donc, c'est pas comme la périménopause, que c'est en moyenne 5 ans, ça peut être jusqu'à 8 ans. C'est ça. Là, la post-ménopause, c'est vraiment pas jusqu'à 8 ans. Non, c'est l'état final qu'on qualifie le corps après avoir passé l'arrêt des menstruations. La préménopause, c'est la transition. La ménopause, c'est l'événement.
Et la postménopause, c'est comme l'état d'après. Fait que comme on vieillit de plus en plus dans de meilleures conditions, ben, cet état-là s'allonge. Et il y a des personnes qui passent la ménopause, mais qui vont encore avoir des bouffées de chaleur, qui vont encore avoir des difficultés à dormir et toutes ces choses-là. C'est pas... Il y a certaines personnes, ménopause, ça s'arrête, ça diminue, puis ça s'arrête. Il y a certaines personnes, ça continue et ça continue et ça continue. Donc, les personnes qui n'aimaient pas être menstruées pour les troubles que ça occasionnait peuvent quand même avoir de pires symptômes. Tu sais, Ouais. dans le fond, c'est pas nécessairement pire, c'est différent. C'est Mais différent. c'est des inconvénients quand même Oui. liés au cycle menstruel. C'est des inconvénients qui impactent directement la vie. Genre, on parlait des bouffées de chaleur, c'est des habits en plein hiver, mais ça peut être aussi des bouffées de chaleur sur le lieu de travail, où les gens ne peuvent pas nécessairement comprendre ce qui se passe ou n'ont pas la sensibilisation pour comprendre que c'est des ménopauses, des bouffées de chaleur et tout ça. C'est la stigmatisation de « Ah non, cette personne elle est vraiment stressée. » Oui, elle n'est pas... Dans le monde productiviste dans lequel on vit, ça peut être genre, elle n'est pas capable de gérer son stress, donc on va pas lui donner des tâches, donc on va la reléguer à d'autres tâches moins importantes, moins stressantes, plus longues, comme ça elle peut mieux gérer. Fait que ça peut avoir, comme là, ça peut avoir des impacts sur la carrière de certaines femmes qui travaillent ou de certaines personnes menstruées, parce qu'on arrive à des moments où c'est aussi l'âge des promotions, des grades et tout ça. Et donc, ça peut avoir des impacts quand même sur ces personnes-là. Ben oui, puis tu sais, là, il y a beaucoup de stigmatisation, mais plus on en parle, plus ça devient normal, plus on va comprendre que dans le fond, c'est pas un état général, c'est sporadique, ça dure pas longtemps, puis ça n'a aucune incidence à part le confort de la personne au moment de la bouffée de chaleur. Oui, et puis c'est surtout que si on avait le choix, je pense qu'il y a peu de personnes qui choisiraient ouvertement de passer par les menstruations, les douleurs menstruelles, les troubles et les maladies, puis ensuite passer par la périménopause. Et ensuite, alors si on avait le choix, on ferait vraiment pas ça là. Donc non, nous, on va passer à travers, mais parce que c'est naturel, c'est le corps qui fonctionne comme ça. Puis là, tu me parles des symptômes. Y a-t-il des symptômes auxquels on pense pas qui peuvent arriver? Il y a quelque chose dont on parle peu parce que c'est relié à la sexualité, mais la sécheresse vulvo-vaginale. Oui. Parce qu'il y a moins de production d'hormones, ça va moins venir alimenter finalement le canal vaginal, l'utérus et tout ça. Donc ça fait en sorte que pendant les rapports sexuels avec pénétration, ça peut être inconfortable. Donc souvent on va dire utiliser plus de lubrifiants, d'autres méthodes de stimulation et tout. Mais c'est un truc qu'on parle pas parce que c'est relié déjà c'est relié au corps des personnes menstruées et des femmes. Donc déjà, c'est un petit peu mis de côté. C'est relié à la sexualité des femmes, donc c'est aussi remis de côté. Et quand on arrive à la à la ménopause ou la périménopause, ça représente des femmes qui sont plus âgées. Donc on a la constante de l'agisme, la constante du sexisme, la constante... Fait que ça commence à faire beaucoup pour en parler. Fait que mais oui. ça, Tu sais, il y a aussi Mariana Mazza là, qui a fait un numéro là-dessus. Voyons, t'as-tu du sable dans le vagin? Fait que tu veux pas dire oui, moi, je suis cette. Tu sais, il y a ça aussi. Ouais. Là, mais si on en parle puis qu'on dit que ça, est-ce que ça arrive pour la plupart des personnes? Ouais, la plupart des personnes. Okay. Oui, la plupart. C'est d'autant plus pertinent de le nommer puis de dire OK, mais il y a beaucoup de personnes qui passent à travers ça, c'est pas anormal là. Non, puis la santé mentale, parce qu'on parle beaucoup de santé physique et de changement physique, mais la santé mentale va passer aussi malheureusement à la casserole à ce moment-là, parce que c'est une période d'ultra vulnérabilité. C'est la période où il y a des comportements qu'on a peut-être plus connus, de moquerie par exemple, que des personnes vont peut-être avoir à l'égard des personnes en situation de préménopause ou de ménopause, des personnes qui ont déjà connu par exemple des troubles de santé mentale comme la dépression, l'anxiété ou ces choses-là, sont encore plus vulnérables à ce moment-là aussi. Donc de refaire une dépression, par exemple? Exactement. Okay. De retomber au niveau de la santé mentale. Okay. Fait que oui, c'est aussi important de parler de santé mentale. Puis on parlait d'agisme et de sexisme, mais c'est la période où les deux vont vraiment être mêlés et où justement ça va être une remise en question, puisque on vit dans un monde où les menstruations, les femmes, la féminité, tout ça est relié. Le désir d'avoir des enfants, d'être mère de famille, de mission de vie. Et c'est très bien, il y a des personnes qui veulent des enfants, il y en a qui n'en veulent pas, c'est des libres choix là. Mais l'image principale, c'est
mère de famille qui va continuer à élever ses enfants. Et du coup, ça fait en sorte que quand on arrive à la ménopause, je dis on, mais c'est comme globalement là. Ben, de toute façon, on exclut la C'est personne ça. qui parle. Bon, c'est correct. Quand on arrive à la ménopause, il y a ce côté de je suis plus capable d'avoir des enfants. Est-ce que je perds mon rôle social? Est-ce que je perds ma féminité? Est-ce que je perds l'identité que je me suis construite pendant toutes ces années-là? Fait qu'il y a beaucoup de questionnements autour de cette Et conception. disons-le, là, aujourd'hui, on ne devient pas moins une Non. femme parce Non. qu'on est ménopausée. Là. Non, On est tout exactement. autant valide ou tout autant utile à la société. Exactement. C'est vraiment important. Oui, oui, oui. Non, non. Et puis la féminité, ça dépend de comment on la construit nous-mêmes, comment on a construit son identité femme, parce qu'il y a des multiples façons d'être une femme, il y a des femmes. Donc c'est vraiment propre à soi. Et c'est sûr que ça pose des questionnements. C'est sûr et certain que ça vient avec une période de ça y est, j'ai atteint un autre âge, j'ai atteint une autre dimension. Mais comme on va se poser des questions tout au long de notre vie finalement. Donc, Et là, je te ramène un petit peu là, aux symptômes. Là, on a parlé Ouais, de bien santé physique, santé mentale. Mais juste pour revenir aux symptômes physiques, Mhm. il existe de la médication ou Ouais. des solutions là, pour Ouais. nous aider. Mettons, là, on continue de parler de sécheresse vaginale. Ouais. Est-ce que tu sais s'il y a des... Le grand traitement, c'est le traitement hormonal substitutif. Donc, Ouais. ça va être des hormones qu'on va donner à des personnes pour boucher, entre guillemets, la descente des hormones naturelles, pour aider à passer au travers. Parce que quand on approche la ménopause, nos hormones vont diminuer, la production d'hormones va diminuer. OK. Et c'est ce qui peut déclencher des symptômes. Et le traitement hormonal substitutif, ce qu'il va faire, c'est qu'il va être dosé pour redonner des hormones et maintenir la production d'hormones pour passer plus stablement à travers la période de préménopause et périménopause. Donc, on donne des hormones pour que notre corps en produise davantage. C'est ça? On donne des hormones pour aider à combler le manque de ce que le corps produit plus. OK. Donc, on va pas nous-mêmes plus en produire. Non, ouais. C'est un peu synthétique. Et ça va enlever les effets. Oui, chez la majorité comme la des personnes, oui. Ça peut vraiment aider à enlever, à soulager, voire même disparaître les bouffées de chaleur. Ça peut vraiment, vraiment accompagner parce que comme les hormones diminuent, le corps il cherche un nouveau rythme et c'est là où on va avoir la différence d'hormones. Mais comme là, il va y avoir un taux d'hormones stable, c'est comme si on ne sentait pas le changement arriver finalement. Donc ça peut réduire, voire faire disparaître des symptômes. Il y a des personnes qui sont sous la pilule contraceptive à ce moment-là, donc qui sont aussi des hormones, et qui ne vont pas nécessairement sentir le début de la préménopause parce qu'ils ont déjà des hormones dans le corps avec la pilule contraceptive. Donc là, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là quand on prend, supposons quelqu'un qui prend la pilule contraceptive en tout temps, est-ce qu'elle vit une ménopause? Ou... Elle va vivre une ménopause, c'est sûr, mais peut-être que les symptômes, elle va les sentir de façon moins importante qu'une personne qui ne prendrait pas d'hormones. OK. Parce qu'elle a comme ce trou d'hormones, entre guillemets. Mais c'est pas les hormones pour la périménopause, c'est vraiment les hormones de la pilule contraceptive là, que tu parles. Là. Oui. Donc, est-ce que ça pourrait être un substitut, la pilule contraceptive, aux hormones? Oui, ça pourrait être un substitut parce que, en fait, dans les derniers cycles menstruels qu'on a, il y en a 6 où on produit sur les 10 derniers, il y en a 6 où on va produire des ovules et 4 où on ne va pas en produire. Mais on sait jamais. Les 4 derniers? On ne sait jamais où ils sont placés. Okay. Dans les 10 derniers mois, on a 6 chances sur 10 de pouvoir tomber enceinte. C'est sûr que... C'est une moyenne. C'est une moyenne. Oui, OK. C'est sûr que ça va être une grossesse qui peut être difficile parce qu'on est sur un âge plutôt avancé chez la personne qui tombe enceinte. C'est des grossesses qui vont être plus difficiles. Mais il y a 6 chances sur 10 de tomber enceinte à ce moment-là et d'avoir un enfant. Fait qu'il y a des personnes... La majorité des personnes qui approchent la ménopause ne veulent pas d'enfants. Donc, il y a des personnes qui vont être mises sous pilule contraceptive justement pour éviter ça. Donc, c'est pour ça aussi qu'on dit, même si vous êtes en préménopause, en périménopause, vous approchez la ménopause et que vous avez toujours des règles, c'est important de continuer à prendre un moyen de contraception si vous ne voulez pas des enfants. Mais ça peut être d'autres choses que la pilule contraceptive. Oui, ça peut être plein d'autres choses différentes. Donc, mais ça peut être le côté moyen de contraception. Mais quelqu'un qui prend la pilule contraceptive, donc qui a des hormones, est-ce qu'elle va aussi prendre les hormones? Non, ça ferait trop d'hormones dans un corps. Non.
OK. Le traitement, C'est un ou l'autre. c'est l'un ou l'autre. Ouais, OK. ouais. Et il y a des personnes, ça va être mieux pour elles de prendre la pilule. Et il y a des personnes, ça va être mieux pour elles de prendre le traitement hormonal substitutif. Comment qu'on fait pour savoir? Essai-erreur? Essai-erreur, professionnel de santé, analyse de sang, analyse de comment ça s'est passé, les menstruations. Est-ce que vous avez déjà pris la pilule à un moment donné au cours de votre vie? Et l'intensité des symptômes, ça peut aussi aider pour voir qu'est-ce qui va être le mieux. Parce que il y a plein de pilules différentes avec des dosages différents. Donc, ça va être de voir à ce moment-là aussi ce qui va être mieux pour la personne. Donc, l'impact sur la personne directement va un peu guider le professionnel de la santé. Ouais. Essai-erreur, comme quand on commence à prendre une pilule contraceptive, on va essayer une première, puis ça se peut que les symptômes, les effets secondaires soient trop importants, fait qu'on retourne voir son professionnel en disant « Je pense que s'il y a trop d'effets secondaires, est-ce qu'on peut en tester une autre? » Puis ouais, essai-erreur. Mais c'est ça, le traitement hormonal substitutif ou les hormones, c'est vraiment un choix libre et personnel parce que faut pas oublier qu'il y a des effets secondaires à la prise d'hormones. Donc du coup, des fois, les effets secondaires des hormones vont être plus importants que les effets de la préménopause. Oh! Donc ça va vraiment dépendre de la personne, comment est-ce qu'elle est capable de vivre avec les bouffées de chaleur qu'elle subit ou est-ce qu'elle préfère avoir des effets secondaires d'hormones? C'est toujours une balance où la personne va avoir son libre arbitre et où c'est important aussi de savoir que le traitement hormonal substitutif ou les hormones, ça apporte du bien et ça vient atténuer les effets de la ménopause, de la préménopause, mais il y a aussi les effets secondaires d'une prise d'hormones. Tu me donner des exemples d'effets secondaires? L'acné, OK. la prise de poids, comme quand on prend une pilule contraceptive. OK. Mais d'habitude, la pilule contraceptive, on entend que ça enlève l'acné. Il y a des pilules contraceptives qui déclenchent de l'acné. Ah, OK. OK. On entend beaucoup parler de personnes qui ont commencé à prendre la pilule pour éviter l'acné. Mais dans le fond, c'est que ça dépend de la pilule, ça dépend de la personne. Ça dépend de la pilule, ça dépend de la personne, ça dépend du dosage, de ce qu'on va retrouver aussi à l'intérieur comme hormones. Puis, est-ce que tu sais s'il y a des effets secondaires sur la prise d'hormones? La prise de traitement hormonal substitutif. Il y a eu une grande étude à un moment donné qui disait qu'il y avait plus de risques d'avoir un cancer du sein. Mais en fait, après être revenu sur l'étude, il y a eu une erreur dans la transcription des données, dans l'étude des données, parce qu'ils avaient inclus des personnes sans utérus à l'intérieur. Donc, c'est comme si finalement on regardait des pommes et des poires. Donc, ça fait pas nécessairement de sens. Et après, ils ont les personnes sans utérus, pas qui se sont fait enlever l'utérus. Non, des personnes sans utérus. C'est ça. Fait qu'ils se sont dit, on va regarder avec cette population-là. Et finalement, ils ont réanalysé les données. Puis ils ont vu qu'il n'y avait pas de risque, alors que c'était un traitement qui peut avoir d'énormes, énormes effets sur certaines personnes. Et ça fait en sorte qu'il y a des médecins, comme ils ont lu ces études et c'était au moment où ils prescrivaient et tout, ils ont complètement arrêté. Ils ont toujours cette croyance que c'est dangereux pour certaines personnes au niveau du cancer du sein. Mais avec l'évolution et la réétude des données, ils ont vu que c'est plus le cas. Mais comme la croyance est ancrée et que des fois, on ne se met pas nécessairement à jour dans les connaissances, ça fait qu'elle reste et qu'il y a des personnes qui ne bénéficient pas nécessairement de ce traitement-là et qu'on aurait de grands effets. OK. Et ouais. Puis là, est-ce que tu nous parlais un petit peu, là, on entend parler des hormones bioidentiques? Ouais, c'est en train d'arriver pas mal. Ce serait une solution à ça, dans le fond, qui ne créerait pas de risque du cancer du sein? Mais parce qu'en fait, du coup, les hormones bioidentiques, ils sont issus des plantes, entre guillemets, c'est pour ça qu'ils sont bioidentiques. Et ce qui va se passer, c'est que ce serait la même chose qui viendrait dans notre corps pour pouvoir continuer à alimenter en hormones. Mais il n'y a aucune étude scientifique qui prouve ou qui dément que c'est plus ou moins efficace. Que le traitement substitutif hormonal. Pas de recherche qui le prouve, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ce n'est pas mieux. Non, il n'y a rien qui dit que c'est mieux ou si c'est pire. Vraiment, à l'heure actuelle, c'est juste genre, ils existent, mais on ne sait pas si c'est mieux ou si c'est pire. Vraiment, c'est le désert médical. Donc, ça serait, dans le fond, à chaque personne à prendre une décision selon les connaissances qu'on peut avoir. Non, en fait, il faudrait tester. Malheureusement. La première ou en tout cas. C'est ça. Faudrait inviter quelqu'un qui se connaît davantage. Sur les hormones et tout, mais il n'y a rien qui prouve que c'est mieux ou c'est moins bien. Donc, c'est vraiment un choix personnel de connaissances, de rythme de vie, de qui on voit comme médecin. Est-ce qu'on voit plus des naturopathes?
Fait que ça va vraiment dépendre de plein de choses. OK. Mais en tout cas, ce qui est à retenir, c'est qu'il y a une option Oui. qui peut nous aider si on a des symptômes Oui. très Oui, 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 difficiles. oui, oui. Puis si nos symptômes, si les effets secondaires sont pires, ben on a toujours le droit de décider de Bien les sûr, arrêter bien sûr. puis de continuer sans. Là. Mais c'est pour ça que c'est important d'en parler parce que si on sait qu'il y a des options et qu'il y a une liberté Oui. de choix, on est capable d'aller explorer les options chacun et chacune comme on a envie Ben et de oui. pouvoir faire le meilleur choix pour nous. Ben oui, sinon on fait juste endurer puis à penser C'est que ça, ah oui, c'est normal, on entend dire c'est que ça. la périménopause c'est comme ça, donc c'est normal d'en avoir des bouffées de chaleur. Mais si ça t'arrive, je sais pas, 25 fois par jour, ben tu sais, ça peut être plus pénible que quelqu'un pour qui ça arrive une fois de temps en temps. Ouais, 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 vraiment. Donc Puis juste savoir que savoir que ça existe, ouais. qu'il y a plein d'options différentes, Ouais. ça existe. Puis, qu'est-ce que tu penses que le fait c'est encore un sujet tabou dans la société, quel impact ça peut avoir chez les personnes qui le vivent? Euh, C'est vraiment drôle entre guillemets, là, on s'entend, mais parce qu'on a ces conversations avec les personnes qu'on voit qui sont en préménopause ou en ménopause sur les ateliers. Et en fait, on voit qu'il y a un côté où on a tellement traité les menstruations et la ménopause de façon privée que ça a brisé tous les liens de communauté, les liens de transmission intergénérationnelle. Et du coup, ça fait en sorte que les personnes se sentent vraiment seules dans leur expérience, alors qu'il y a des personnes du même âge ou qui sont à peu près du même âge autour d'elle, mais on n'ose pas en parler parce qu'il y a ce côté mais non, c'est tabou, faut pas l'aborder. Fait que ça brise un peu. ça vient un peu là, revenir sur le point que tu disais, là, c'est tabou parce que là, on a l'impression que les menstruations, c'est la féminité, tout ça. C'est Donc, c'est ça, ça qui est ancré. c'est ça qui est ancré. Mais Et puis le fait d'isoler les personnes dans leurs expériences, ça fait aussi croire que la personne est la seule à vivre ça, ouais. à être dans cette difficulté à ce moment donné-là, à souffrir ça. Genre, c'est dur comme moment d'enfermer quelqu'un dans une croyance comme ça, alors que on sait tous et toutes qu'il y a plein de personnes ménopausées autour de nous. Puis le mot ménopause, là, des fois, il y a des personnes qui sont pas partantes de le prononcer Ah, ben, parce que c'est comme c'est une ça, là. étape de vie en mode genre, non, il y a trop de tabous autour de la ménopause. Puis je pense que c'est important aussi que les personnes qui sont pas à risque, là, mais les personnes qui vont le vivre Ouais. soient au courant. Mais c'est important aussi que même les personnes qui Mm, n'ont mm. pas d'utérus ou, Mhm. soient au courant parce que sinon, ben, ça vient stigmatiser ou, mettons, quelqu'un qui est en couple, ben là, si la personne est pas dans son état habituel ou va piquer des crises de colère, ou etc. Donc, ça va permettre de peut-être prendre un petit pas de recul, faire ah, OK, là, peut-être que c'est pas notre couple qui va pas si bien, Ouais. mais peut-être que c'est un moment particulier, puis ça va passer, là. Donc, peut-être être plus indulgent, patient, Oui, non, non, 100%. compréhensif, là, puis aider cette personne-là aussi, rappeler à cette personne-là que sans stigmatiser, là, mais tu sais, rappeler à cette personne-là que, hey, OK, là, tu sais, telle situation au travail, tu trouves ça vraiment Ouais. intense, tout ça. Tu sais, peut-être prendre un petit pas de recul. Ouais. Peut-être que demain matin, tu vas avoir une autre perception de ça. Tu sais, juste Ouais, mais je pense. guider les personnes qui ont envie d'être guidées aussi, ou pas guidées, mais envie d'en discuter, de recevoir des conseils. Ouais, puis il y a vraiment une chose qui marche beaucoup, c'est les communautés, les groupes de parole, les discussions en ligne, le partage d'informations entre personnes menstruées, mais aussi pour les ménopausées, Partenaires. pardon, OK. post-ménopause et tout, mais aussi pouvoir avoir accès à ces informations sans qu'on ait à les demander, par exemple sur des sites internet, dans des articles, dans des vidéos. Ça peut aussi aider certaines personnes à pas se sentir obligée de poser la question à sa partenaire comme des Dans fois le tu vois. sens, s'il y a des groupes puis il y a des témoignages, ben de voir les différents témoignages, Ouais. ça permet d'avoir l'information sans devoir poser la question. Ouais, parce que des fois, il y a cette gêne de certaines personnes, de certains hommes finalement cis, qui sont comme moi, mais je peux pas poser de questions, ça va mal passer, on va croire À machin. sa partenaire. C'est ça. OK. Et donc du coup, d'avoir accès à des informations à l'extérieur sur des vidéos, comme on disait, tout ça, ça peut vraiment être aussi pertinent parce que ça permet de se renseigner sans toujours mettre la charge sur sa partenaire comme
explique-moi s'il te plaît. Ah oui, mais oui. Parce qu'il y a ce côté des fois, parce que comme tu disais, c'est important d'en parler, de sensibiliser, mais des fois il y a le côté un peu charge de vas-y, explique-moi, Ouais. éduque-moi. Et des fois c'est lourd pour la personne d'en face. Je pense qu'on l'a peut-être tous vécu à un moment donné avec quelqu'un, pas forcément son partenaire, sa partenaire, mais genre vas-y, éduque-moi. Mais des fois on est comme, tu sais quoi, non, j'ai pas envie. Genre, déjà je le vis, mais regarde, au pire, regarde-la, lis ça, écoute ça. Et ça peut être vraiment cool d'avoir des ressources extérieures, comme tu fais avec ton podcast, en fait, pour sensibiliser des gens qui sont peut-être pas nécessairement concernés non plus, mais pour avoir accès à de l'information. Puis, ce qui est bien avec les groupes là, sur les réseaux sociaux, c'est que on entend d'autres témoignages et souvent, quand on se compare, on se console. Ouais. Il y a toujours quelqu'un qui vit quelque chose de pire. Fait que là, si on est vraiment dans une situation où est-ce qu'on trouve ça terrible, ben là, on peut se dire, ah, OK, ben il y a d'autres. Fait que finalement, on relativise, puis OK, finalement, c'est pas si pire, puis ça va aller mieux demain. Oui, puis il y a des personnes qui vivent exactement la même chose. Donc, c'est comme, OK, je suis pas folle. Genre, Exactement. parce que des fois, il y a ce côté, tu sais, comme par exemple dans les maladies menstruelles, il y a ce côté de je suis la seule à vivre ça, c'est dur, c'est douloureux. Puis quand on ouvre un peu la conversation grâce aux réseaux sociaux ou au poteau, c'est comme OK, mais il y a plein de personnes qui vivent comme moi, je suis pas folle. Genre, mes douleurs sont réelles, j'exagère pas. Et pour la préménopause, pardon, bah, ça fait la même chose. Comme, OK, je suis pas la seule à avoir des bouffées de chaleur. C'est un masque social qu'on maintient pour pas qu'on ait l'impression de ce qui se passe. Mais il y a plein de personnes autour de moi qui passent à travers cette transition-là. Puis, on regardait avec Solène, qui est ma collègue, on regardait un peu des statistiques. Puis en 2025, ce serait 1 milliard de personnes qui seraient en post-ménopause. Quand même, c'est beaucoup. C'est beaucoup, hein? Ouais, ouais. Ils estiment que ce serait 1 milliard de personnes. Mais. On est 8,2 ou 3 milliards, je Ouais, pense, c'est à l'heure ça. actuelle. Mais si on dit que maintenant c'est 25% de la population qui est menstruée, donc 2 milliards. Là, si on dit que c'est 40 ans de menstruation, puis là qu'on parle de périménopause, c'est 8. En post-ménopause, ouais. Fait que après la ménopause. Ah, 1 milliard en Ouais, post-ménopause. post-ménopause. OK, oui, oui, Et oui. ce chiffre va faire que grandir avec oui. le temps parce qu'il y a plus de population, il y a plus de longévité. L'espérance de vie. L'espérance de vie. Ouais. Donc, ça fait en sorte que c'est 1 milliard de personnes en 2025. 2025, là, c'est dans 3 mois. Ouais. Donc, c'est comme... Mais là, à ce moment-là, ça fait du sens. Ça fait du sens parce que c'est comme un sujet dont on parle pas non plus. Déjà, on parle pas de menstruation, donc en plus, là, on faudrait parler de ménopause, et c'est quand même 1 milliard sur la planète, là. Ben oui, puis surtout sachant que la post-ménopause, ça ne dure pas, c'est pas comme la périménopause, ça dure seulement quelques années. Ouais. Toute la fin de la vie, vaudrait mieux en parler puis trouver des solutions pour avoir une meilleure qualité de vie au bout de la ligne. Il y a des petites solutions de vie quotidienne, mais une fois de plus, comme il n'y a pas énormément de recherche, c'est des petites solutions de vie quotidienne, comme par exemple, pour les bouffées de chaleur, baisser la température de chez soi, de 1 ou 2 degrés pour éviter d'avoir trop de chaleur, donc déclencher une bouffée de chaleur. Ça peut être boire vraiment régulièrement pour aider le corps avec l'eau à chauffer moins vite. Il y a des personnes chez qui le café, donc la caféine, généralement, ça va déclencher des bouffées de chaleur. La nourriture épicée, c'est comme éviter de faire trop d'exercices de façon très intense. Des fois, il y a des entraînements, c'est des hits, comme c'est haute fréquence. Ben, ne pas commencer à haute fréquence d'un coup parce que ça va activer le système de façon très vite. Fait que ça peut activer la bouffée de chaleur aussi à ce moment-là. Mais à ce moment-là, faire de l'exercice très intense ne va pas créer des bouffées de chaleur non. dans d'autres... À ce moment précis, ça peut créer... Fait, peut-être dans sa pratique sportive, faire plus de yoga, d'étirements, de marche. Mais là, en même temps, quand on fait du sport, on s'attend à avoir chaud. Donc... C'est ça. Il y a aussi s'exposer au soleil pour la vitamine D. Qui peut nous aider, mais oui, c'est un bon point. Comme... La vitamine D qui est si utile. C'est ça. Les personnes aussi, comme on produit moins d'œstrogène, on peut être plus à risque d'ostéoporose. Donc, consulter, manger des produits laitiers, tout ça, ça peut être important. Fait que revoir peut-être aussi la composition de son assiette. Oh, mais là, attends, il faut faire attention parce que là, ce qu'on entend dire aussi, c'est que avec les produits laitiers, plus on prend de l'âge, plus c'est difficile à digérer. Donc, ça serait
prendre plus de calcium, Ouais, plus de qui calcium. est aussi trouvé dans les noix, Exactement. certains légumes. C'est pour ça, revoir sa composition Ouais. de nourriture pour venir avec un petit peu plus de calcium qu'on avait l'habitude. C'est ça, avoir un spray d'eau pas très loin pour aider la bouffée de chaleur. Pour atténuer, ben oui, c'est vrai, C'est on ça. pense pas l'atténuer, ben un spray d'eau ou même juste Un livre, grand... Ouais, c'est ça. Oui, 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 pour aider le corps à ce moment-là. Ouais. C'est vraiment des astuces de vie quotidienne parce qu'il n'y a pas... Je reviens toujours avec la même phrase là, mais il y a peu ou pas de recherche. Donc, Non, mais c'est ça. Puis compliqué. c'est d'y aller avec qu'est-ce qui nous fait, nous sentir bien à ce Exactement. moment-là. Exactement. Parce De que... pas être dans la honte. Là. Non. Puis il y a des personnes chez qui, par exemple, l'habillement en couche, c'est une révolution parce qu'elles vont pouvoir La enlever quoi, pardon? l'habillement. Ah, de mettre plusieurs Ouais. couches de vêtements. Ouais, Oui, ça va être une révolution. Il y en a qui vont découvrir que leur consommation d'alcool, faut complètement la stopper parce que c'est ça qui déclenche une bouffée de chaleur. OK. Fait que ça va être essai-erreur aussi. Observer comment ça fonctionne, les bouffées de chaleur dans son corps à tel moment. Mais déjà, d'avoir des pistes de solutions, Ouais. ça permet d'essayer d'autres choses. C'est ça. Si on ne sait pas que l'alcool peut avoir une incidence, Ouais. on n'aura jamais tendance à vouloir essayer ça. Là. Mhm. Donc, ben déjà, c'est bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu penses auxquelles on pourrait faire pour atténuer les symptômes? Mais en fait, je voulais revenir sur quelque chose dont on parlait tantôt, c'est les symptômes un peu moins connus. Je viens de penser à plusieurs choses aussi, mais ça peut amener des changements dans la vie de tous les jours. Mais il peut y avoir de la sécheresse oculaire, par exemple. Oui. Donc, ça va venir... Ça va Pas peut-être juste demander- vaginal. Non, oculaire aussi. Buccal? On ne sait pas. On ne sait pas trop. OK. Mais les yeux, ça peut demander aussi, par exemple, qu'on fasse plus attention si on porte des lentilles, peut-être hydrater un peu plus ses yeux, OK. hydrater plus ses yeux en général. Attention aux produits qu'on va utiliser au contour des yeux. Avec des gouttes et non pas des hormones? Avec des gouttes, on va OK, aller OK. Donc là, on y va hydrater plus, directement au niveau des yeux. Tu sais, si on a des crèmes, si on se maquille, ça peut aussi peut-être faire attention à ce moment-là de la composition des choses pour éviter de renforcer les sécheresses aussi au niveau oculaire. Les cheveux, des changements dans les cheveux, des changements dans la peau. Donc, OK. une fois de plus, ça peut influencer la façon dont on traite ses routines en général. Donc, peut-être qu'on va avoir plus de sécheresse au niveau de la peau, donc on va aller chercher plus des soins hydratants. Ouais. Au niveau des cheveux, on peut avoir des pertes de cheveux aussi, ou des cheveux qui sont plus cassants. Donc, on va aller chercher d'autres produits si on n'a pas l'habitude d'avoir les cheveux cassants, par exemple. Et tout ça est lié à la déshydratation causée par le changement hormonal. Exactement. Puis ça n'a pas rapport avec les crèmes anti-rides. Non. C'est vraiment plus d'y aller dans l'hydratation. Donc, C'est vraiment, on va tous et toutes passer par ce processus à un moment donné de déshydratation, entre guillemets. Fait oui, c'est important de boire, mais ça peut être aussi important de regarder ces produits d'hygiène et de beauté en général pour apporter ce qu'on a besoin un petit peu plus à ce niveau-là. Fait que c'est des petits changements. Est-ce qu'il y a un changement au niveau du teint ou vraiment juste c'est la sécheresse? En général, c'est plus la sécheresse. Okay. Au niveau du teint, c'est sûr que comme on bronze, comme on débronze, entre guillemets, bah, ça peut changer un petit peu, mais on va pas passer de, par exemple, un sous-ton rose à un sous-ton gris complètement. Mais non, en général, c'est plus au niveau de la sécheresse du visage. OK. Puis, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent atténuer ou provoquer l'apparition des symptômes de la ménopause? Oui, les consommations d'alcool, la consommation de cigarettes, le stress. Avoir la périménopause plus rapidement? Ça va faire venir les symptômes de façon... Ah, ça va les aggraver. Ouais. OK. Mais des fois, on a toujours cette... Mais pas plus rapidement. On ne va pas avoir une périménopause plus tôt parce que... Non, souvent, c'est entre 45 et 55 ans. On disait 51 tantôt, mais souvent, c'est 45 à 55. Donc, la fenêtre est quand même assez large. Donc, les personnes qui vont être avant 45 ans, donc à ce moment-là, vont être considérées comme une préménopause tôt. Ouais. Et en fait, il y a précoce, exactement. Et il y a des personnes qui vont avoir une ménopause précoce parce il n'y a pas beaucoup d'études. C'est la seule étude que j'ai lue à l'heure actuelle, fait que je me base sur ça. C'était à peu près 50 000 personnes donc, qui ont un utérus, donc des femmes ou des personnes menstruées. Et en gros, ils ont trouvé que plus on menstrue tôt, plus on va avoir une préménopause tôt. OK. 50 000 personnes sur la globalité du monde, c'est pas beaucoup, mais ils remarquent ce côté-là qui pourrait arriver. Parce que dans le fond, les ovaires, on a déjà tous les petits, pas les follicules, là, mais les... Il y a une recherche qui disait ça, mais il y a plein de personnes qui sont en train de se questionner justement là-dessus, parce que apparemment, ce serait plus très vrai.
OK. Parce qu'il y a des personnes qui ont subi des traitements de chimiothérapie qui recommencent à avoir des menstruations par la suite. Donc, il y aurait comme un autre processus. Parce que la chimio, dans le fond, vient tuer Les cellules les souches. cellules souches dans Donc, les ça ovaires. fait en sorte qu'il ne devrait plus avoir d'ovaires, d'ovules, enfin, d'ovules et de d'œufs dans les ovaires là, qui C'est vont ça. se transformer en follicules et en Exactement. ovaires, en ovules, pardon. Et du coup, ils sont en train de remettre en question cette théorie-là de on aurait par exemple 40 et on ferait 40 cycles menstruels, puis après, ça serait terminé. Fait qu'il y a vraiment OK. de nouvelles perspectives sur cette théorie-là qui vont OK. arriver. J'ai rien d'autre à dire de plus, Non, c'est malheureusement, pas. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un lien avec le fait de l'âge à partir qu'on devient menstrué et l'âge qu'on aura. On peut faire le lien. Puis, si on pense là, à l'avenir, où est-ce que tu penses qu'on s'en va? Quelle piste de solution tu aurais pour nous par rapport à la ménopause? Investir dans la recherche pour les Oui. personnes ménopausées, préménopausées, tout ça. L'inclure dans plus l'inclure dans les cursus de formation pour les professionnels de santé. Ah, OK. Ça pourrait vraiment Pas à être intéressant. l'école primaire et secondaire, là, mais plus pour les professionnels de la santé. À l'école primaire et secondaire, ça pourrait être un moment où on explique, parce qu'on explique comment ça commence, mais on n'explique pas comment ça finit. Oui, Et c'est ça ça. pourrait être une première façon de l'aborder, sans expliquer exactement la variation d'hormones et tout, mais prononcer le mot, expliquer les changements, ça pourrait vraiment être Ça n'a pas besoin sympa, là. d'être long, là, Non, tu sais, mais vraiment pas. déjà de le nommer, ça va Ouais. permettre à la personne de savoir que ça existe. Ouais, puis comme par exemple, les Ou menstruations, pour leur mère aussi, pour nos mères, là, C'est ça. savoir que quand ça va arriver. rapporter l'information. Oh Ouais. maman, j'ai entendu Oui. ça à l'école. Mais ça peut être comme, les menstruations, ça commence à tel âge, puis ça va s'arrêter à tel âge à peu près. Ça s'appelle la ménopause. Comme ça, on l'a déjà prononcé une première fois. Dans la recherche, ça pourrait être inclure aussi plus de profils, par exemple. Parce que tout ce qu'on a dit là sont aussi basés beaucoup sur des recherches canadiennes, donc occidentales, entre guillemets, alors qu'on sait qu'au Canada, il y a aussi des personnes autochtones. Le Canada, c'est un pays issu de la colonisation majoritairement. Donc, il y a aussi des rituels qui sont différents sur le territoire du Canada avec les différentes communautés autochtones qui, eux, ont tendance, de ce que j'ai lu et de ce que j'ai pu avoir accès, à voir la ménopause comme ça y est, la personne devient une grand-mère, a des responsabilités dans la communauté, devient plus importante, on va plus l'aménager. Fait c'est ça aussi, ça peut être super intéressant d'aller chercher d'autres perspectives sans voler les connaissances, mais les introduire tranquillement pour représenter aussi la population canadienne dans son ensemble. Fait que ça pourrait être intéressant d'aller chercher d'autres perspectives de recherche, puis d'aller voir aussi dans les méthodes alternatives, donc pratiques de yoga, de méditation, est-ce qu'il n'y a pas des effets qui peuvent soulager aussi certaines personnes? Donc, aller voir un peu d'autres Ouais. solutions. Puis tu sais, juste revenir sur le fait qu'on disait à l'école, c'est pas mentionné quand on en parle. Ouais. Mais peut-être qu'il y a des écoles qui en parlent déjà. Bien sûr. Puis tant mieux, puis merci de le faire. Là. Mais c'est ça, tu sais, ce serait une idée pour ceux qui n'en parlent pas Oui, de le puis faire. Puis... ça ne veut pas dire qu'il y a certains enseignants ou enseignantes qui n'en parlent pas, mais ça pourrait être écrit, par exemple, dans le programme scolaire de secondaire 5, par exemple. Donc, si c'est écrit dans des directives, c'est plus facile de l'aborder après. Mais Ouais. ce que font individuellement les personnes, si elles en parlent, tant mieux. Oui, c'est ça. Ça nous va, là. Puis souvent, de toute façon, c'est que j'ai l'impression que si c'est pas écrit, c'est parce que on pense que de toute façon, on va voir notre mère le vivre, donc on va savoir de qu'est-ce que c'est. Ouais, donc, on n'a pas besoin d'en parler à l'école. Peut-être que c'est. puis des fois aussi, il y a ce côté de oh, mais c'est loin. Donc, on n'a pas besoin d'en parler à l'école. C'est pas des connaissances qui sont importantes à l'instant T. C'est plus important de savoir combien 5 fois 5 ça fait. Mais comme on disait tantôt, c'est que faut que la personne s'informe elle-même parce que souvent, mais à cet âge-là, on n'est plus sur les bancs d'école, on est plus dans le milieu professionnel, donc il faut aller s'informer soi-même. Et financer des organismes qui font la sensibilisation pour la ménopause, pour la périménopause. Oui. On peut faire des dons en Monthly Dignity. Mais oui, exactement, pour informer. Oui, pas juste nous, là, mais. Non, pas juste vous, mais. Avoir des alternatives. Des organisations comme Monthly Dignity. Oui, c'est ça. Ben, merci. Puis, à chaque fin d'épisode, je demande à l'invitée si elle se rappelle comment elle a vécu ses premières menstruations. Est-ce que tu t'en rappelles? Je me souviens pas comment j'ai vécu mes premières menstruations, mais je me souviens de la réaction de mes proches lorsque j'ai annoncé que j'avais mes menstruations. Puis
C'est précieux comme histoire, c'est vraiment drôle. Moi, je trouve ça très drôle. Mais en gros, j'ai dit à ma mère, naturellement et tout. Elle s'en est un peu détournée de la question comme OK, fais ça. Elle a appelé mon père. Quand tu as été menstruée, tu as dit Ouais. à ta mère Ouais, j'ai dit pour à ma avoir des mère, produits pour menstruels. avoir des j'imagine? produits Ouais. comme OK, maman, je passe ça et tout. Elle a appelé mon père pour lui annoncer. Et mon père, le soir, il est revenu à la maison avec une bague parce que j'étais devenue une femme. Oh! Et là, ouais. La bague avait un petit cœur dessus parce que ça y est, j'étais une grande fille. OK. J'adore cette Oui, histoire. oui. Tu étais passée là, à Ça y est. l'étape des grandes personnes. Juste mettre un bémol, là, parce que là, on avait parlé dans d'autres épisodes que c'est pas parce qu'on est menstrué qu'on devient une femme. Non, Mais je pense que c'est comme ça que dans le temps, on l'abordait, on le disait. Oui, c'est l'expression qu'il a utilisée. Une grande personne, oui. C'est ça. Moi, ça n'a rien changé dans ma vie. Ça a juste changé. Non, va falloir que j'aille aux toilettes plus souvent. Oh! Va falloir que j'ai des produits menstruels sur moi. Bien sûr, je suis pas devenue une femme pour autant. Là. Mais ouais, mon père, il était. Il a célébré. Donc, ça a été vraiment bien accueilli dans ta famille. C'était ouvert. Est-ce que tu savais que ça allait arriver? Est-ce qu'on t'en avait parlé avant? Non, c'était silence radio sur le sujet. Oh, Je savais que ça allait arriver parce que mes amis avaient menstrué avant moi. J'ai menstrué à 14 ans. T'en ont parlé. Ouais, c'est ça. Fait que moi, j'ai menstrué un peu plus tardivement que la moyenne. Fait que j'avais plusieurs amis qui les avaient déjà. Fait que c'était en mode genre, oh, moi aussi, j'ai envie de les avoir. Je vais être comme tout le monde. Oui. Et c'est ça. Mes parents m'en ont pas trop parlé. À l'école? Non, je me souviens pas de cours. Je me souviens de cours pour comment éviter d'avoir des enfants, mais pas de cours sur les menstruations. Ah, OK. Donc, c'était très... Et puis, je m'attendais pas à ce que mon papa réagisse aussi joyeusement, positivement. Genre, j'ai vraiment eu un cadeau et cette bague, je l'ai encore. Oh, c'est cute. Voilà, Ben, merci d'avoir partagé ton expérience. Puis merci de nous avoir partagé toutes ces informations-là sur la périménopause, ménopause et post-ménopause. Je pense que c'est super pertinent. Puis merci à toi de faire ce travail aussi de visibilisation des connaissances. Ben, merci. Puis à la prochaine. À la prochaine.